C'est une grande première sur le front de la justice internationale. Le parquet de Paris a ouvert il y a 15 jours une enquête pénale pour crimes contre l'humanité visant le régime syrien du président Bachar al-Assad, officiellement confirmée hier. Cette enquête se base notamment sur les photos de corps torturés, photos ramenées par un ancien photographe de la police militaire syrienne. Pour la diplomatie française, il s'agit ni plus ni moins de la responsabilité d'agir contre l'impunité. C'est un principe que ne renierait certainement pas, mais il va nous le confirmer, notre invité. Le plaisir de recevoir ce matin en direct de Genève l'ancien président de la Commission des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. C'est vous, Dick Marty. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous jusqu'à 8 heures. Vous fûtes aussi notamment conseiller aux États tessinois, mais également procureur général, Dick Marty. Alors, si vous êtes à Genève, je ne l'ai pas dit, mais il faut le préciser, c'est pour célébrer les 20 ans de la Fondation Hirondelle qui principalement en Afrique apporte son soutien aux médias indépendants des pays en guerre ou en conflit violent. Une fondation dont vous êtes membre du Conseil. On y reviendra dans quelques instants, notamment sur l'information par rapport au conflit et la liberté d'informer. Mais sur l'ouverture de cette enquête française contre le régime de Bachar el-Assad pour crimes contre l'humanité, c'est symbolique, agir contre l'impunité. Vous partagez la démarche, même si on a l'impression qu'elle a peu de chances d'aboutir? Et je vous étonnerai, mais je suis très perplexe par rapport à cette démarche. Je crois que ça rentre dans toute une stratégie de gesticulation de la France qui, désespérément, j'ai l'impression, cherche d'avoir un certain rôle dans ce dossier syrien. C'est indiscutable, en Syrie, on a commis et on commet chaque jour des crimes absolument affreux. Mais dire que c'est seulement Bachar al-Assad, c'est une réduction tout à fait arbitraire. Je crois aussi qu'on doit admettre qu'on est très très mal informé sur ce conflit et que souvent l'information dont on dispose est une information partielle et assez souvent manipulée. Alors gesticulation, c'est vrai que c'est un mot assez fort. On connaît la position du président Hollande. Il ne faut pas dialoguer et traiter avec Bachar al-Assad, contrairement à la position russe et même peut-être américaine aussi. Cela dit, voilà, est-ce que c'était pas parce qu'il n'est pas le seul à avoir commis des actes qu'il ne faudrait pas en répondre devant la justice? Au fond, est-ce que vous êtes même à dire qu'il ne faudrait pas entamer une telle démarche, une enquête pénale pour crimes contre l'humanité, même si Bachar al-Assad n'est pas le seul? Il faut ouvrir une enquête pénale sur les événements qui se sont passés en Syrie. Et tout le monde sait qu'il n'y a pas seulement un coupable, et dès lors que vous faites une enquête seulement contre un coupable, ça devient une enquête à thèse, ça devient une enquête qui n'est pas très objective. Voilà tout. Je crois que la première chose qu'il faut faire, c'est de récolter des informations, essayer d'avoir des preuves, mais sur l'action de tous les acteurs. Je parle de gesticulation française parce que moi, je suis assez choqué par l'attitude de la France. Le socialiste Hollande qui se précipite à l'enterrement du roi d'Arabie Saoudite, il lui vend des Rafales, maintenant il vend des Rafales et des navires de guerre à l'Égypte, il vend des avions au Qatar, qui sont tous des régimes dictatoriaux et des régimes où les droits fondamentaux sont très gravement violés. Alors ce double langage me gêne beaucoup, voilà. C'est très intéressant. Que cache ce double langage, ce deux poids, deux mesures? Au fond, c'est vrai, il vend des armes à l'Arabie Saoudite, il ne veut pas traiter avec Bachar el-Assad, c'est-à-dire appliquer ce qu'on appelle plus que jamais une réelle politique. Quel intérêt aurait la France à pratiquer ce double langage? Mais je crois qu'il a le complexe du petit qui est laissé dans un coin et il essaye désespérément de se trouver une position. Je crois pas que c'est la réelle politique. La réelle politique, je crois qu'aujourd'hui, elle est faite surtout par les Russes et par les Américains. Et je crois qu'on devrait un peu apprendre de ce qui s'est passé en Irak et en Libye. En Irak et en Libye, c'était indiscutable, on avait deux tyrans. On parlait tout à l'heure de tyrans. Ça, c'était des tyrans. Bachar al-Assad n'en est pas un, Dick Marty. Oui, j'y reviens. Pardon. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec ces deux tyrans? On a lancé des bombes, ça a été on n'en a jamais beaucoup parlé, mais ça a été une affaire économique extraordinaire pour les fabricants d'armes.
On les a chassés et qu'est-ce qui se passe? C'est tragique à dire, c'est vraiment tragique. Les gens en Irak et en Libye vivaient mieux avant qu'aujourd'hui. C'est ça le résultat. Donc, si on veut intervenir dans ces pays, il faut le faire avec doigté, avec intelligence et pas toujours penser qu'on résout tout avec les bombes. Donc les Américains tirent les leçons de l'histoire récente, J'espère. Irak, etc. Je reviens sur la question, est-ce que Bachar al-Assad, oui ou non, est un tyran? On parlait du mot dictateur et de son étymologie tout à l'heure avec Georges Pop. Tyran, est-ce que vous accolez ce terme à Bachar al-Assad? Je ne sais pas. Écoutez, moi j'étais en Syrie il y a de ça 4 ou 5 ans. J'ai rencontré Bachar al-Assad, j'ai parlé avec lui 1 heure. Bon, pas tous les monstres ont les apparences de monstres. C'est un oculiste et il avait aucunement l'intention de devenir chef d'État. Vous connaissez l'histoire, c'est son frère qui aurait dû assumer cette charge. Il s'est tué dans un accident. Lui, oculiste à Londres, il a dû rentrer en toute urgence et il a dû assumer cette charge. C'est certainement un dictateur. Il a tiré contre son peuple? Oui, mais combien de gens aujourd'hui tirent contre leur peuple? Mais c'est un acteur de la scène syrienne. Et si on veut obtenir des résultats et pas seulement détruire, si on veut obtenir des résultats, il faut discuter avec ces gens. Oui, c'est ce qu'on appelait la réelle politique, même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce terme. Pour revenir à François Hollande, disons les choses comme ça, il n'aurait pas le sens de l'histoire avec un grand H en se comportant ainsi dans ce conflit? Mais je sais pas, je vous avoue qu'entre Sarkozy et Hollande, j'aurais fini par choisir Hollande, mais je le trouve décevant. Il est d'une navrante médiocrité, voilà. Quel constat terrible. Dick Marty, si on revient donc sur cette plainte, si en l'espèce une condamnation était prononcée, si jamais elle l'était, quelle valeur aurait-elle? Mais encore faudrait-il avoir un tribunal compétent. Et ça, on ne l'a pas encore. Et donc je crois que maintenant la priorité absolue est de s'intéresser des femmes, des enfants et des hommes qui vivent en Syrie pour trouver une solution qui fasse cesser les bombes et le carnage. Ça c'est la première priorité. Et il ne faut pas recourir à la justice pour en faire un slogan. Parce qu'avant de faire une justice, la justice peut avoir lieu seulement dans la sérénité. Il faut s'occuper de l'aspect humanitaire de toute urgence. Est-ce qu'il faut une intervention terrestre sur place? Je vous pose la question, vous n'êtes pas spécialiste de la chose militaire, mais enfin politiquement, est-ce qu'il faut déclencher en concertation entre l'Est et l'Ouest une intervention terrestre en Syrie? Oui, je pense qu'une intervention dont la mission serait de protéger la population civile, je pense que c'est nécessaire, oui. Et là, en l'occurrence, ne pas instrumentaliser la justice, c'est ce que vous nous dites, Dick Marty. Est-ce que la justice, au fond, est possible, la justice internationale, contre de tels crimes? Ou vont-ils rester à jamais impunis? Ça, c'est la grande question, parce que la justice internationale liée au conflit a souvent la saveur de la justice des vainqueurs. Et la justice des vainqueurs n'est pas une véritable justice. Il y a eu certes Nuremberg qui a été quelque chose de positif, mais qui laisse quand même un goût amer. Dans les dernières semaines de la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés ont bombardé les centres-villes des principales villes allemandes. C'était pas un objectif militaire, c'était la population civile. Et c'est un crime de guerre. Il y a eu Hiroshima aussi. Il y a eu Hiroshima, bien entendu. Et là, on a construit toute une motivation pour justifier ces actions. Quoi qu'il en soit, c'est des actes de crimes de guerre qui sont restés totalement impunis parce que c'est les vainqueurs. Alors, les actes des vainqueurs, c'est des actes militairement nécessaires. Les vaincus sont par définition des assassins. Or, à Nuremberg, ceux qui ont été condamnés, c'était des horribles assassins. Pas de discussion à ce sujet. Je rappelle que Churchill, lui, ne voulait pas de procès, il voulait les exécuter immédiatement. Oui, ça c'est son côté combattant de la guerre des Indes, ça, ouais. Mais au fond, Dick Marty, est-ce qu'on peut imaginer un Bachar el-Assad rester impuni plusieurs années durant, encore comme ça, à la tête de la Syrie ou en exil dans un pays doré? Est-ce qu'on peut imaginer cela? Non, je ne pense pas. Mais ce qui est important, c'est qu'on fasse une transition contrôlée, qu'on ne fasse pas les erreurs qu'on a fait en Irak où on casse tout. La Libye, ça n'existe plus. Alors,
il y avait des centaines, des milliers de personnes, des millions de personnes qui vivaient assez correctement en Irak et en Libye avant. Il y avait peu de liberté quand même, peu de liberté de la presse, peu de liberté de manifester, oui, etc. mais ils mangeaient, ils pouvaient se promener dans la rue sans recevoir des bombes sur la tête. Oui. Ils pouvaient aller des champs sans sauter sur des mines personnelles. Aujourd'hui, tout ça, ça n'existe pas. Il y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'administration en Libye. Et ça, c'est le résultat des bombes. Ça, c'était Sarkozy en son temps qui voulait aussi ça. Justement, en parlant de justice possible contre les crimes, on sait que la Fondation Hirondelle, dont vous êtes un des membres du conseil, Dick Marty, au début de l'été, a créé le premier site bilingue et systématique de couverture, d'analyse et de documentation sur la justice internationale. Ça s'appelle justiceinfo.net. L'information fiable en cette matière, vous pensez que ça peut contribuer à ce que des crimes contre des millions de personnes ne restent pas impunis? On y vient? Écoutez, sur la Fondation Hirondelle, je peux, je crois, m'exprimer en toute liberté, objectivement, parce que je n'ai aucun mérite là-dedans. J'ai rejoint la Fondation assez récemment, mais je dois dire qu'un travail absolument extraordinaire a été fait. Ça a commencé il y a 20 ans, pas par hasard, juste après le génocide du Rwanda. Et au Rwanda, on a pu constater comme l'information pouvait être une terrible arme de guerre. Donc l'information, c'est à la fois un instrument de progrès, de culture, de formation d'une société, mais ça peut aussi, si c'est mal utilisé, être quelque chose d'absolument dévastateur. Et au Rwanda, ça a été comme ça, la radio Mille Collines. Oui, qui appelait les gens à prendre leurs machettes. A semé la haine, a provoqué ces mouvements de grande masse. C'est quelque chose d'absolument terrible. J'étais au Rwanda peu de temps après. Et j'arrive pas encore à comprendre aujourd'hui comme tout cela est possible. Et François Gross, Philippe Dahinden et Jean-Marie Ether ont eu cette idée noble. Ils sont tous journalistes, je le précise pour les auditeurs. Oui. Une idée noble, mais un peu folle, c'est de faire des radios et des médias dans des sociétés fragiles, dans des sociétés en conflit. Et donc, on sait à quel point c'est difficile de créer une radio au bord du Le Mans. Créer des radios dans ces pays, c'est une gageure absolument extraordinaire. Et aujourd'hui, pendant qu'on parle ici, en Centrafrique, la radio qui est suivie par la Fondation Hirondelle est entourée de combats, les journalistes ont de la peine à se bouger. C'est un cadre absolument dangereux, voilà. Comment résister? Parce que faire main basse sur une radio qui a une large audience, comme dans certains pays d'Afrique, ça doit faire rêver plus d'un puissant, plus d'un mania local. Comment résister à cela, Dick Marty? Ah, cher monsieur, si on était ce matin sur Radio Okapi, on aurait entre 15 et 18 millions d'auditeurs. On en a déjà beaucoup, nous, mais c'est un peu plus, effectivement. Mais comment résister à ces pressions locales, évidemment? Parce que cette information, vous l'avez dit, est distillée à des millions de personnes. Vous devez avoir beaucoup de pression, non? Et c'est là que intervient la Fondation avec un coaching, avec une formation des journalistes, avec cet aspect très professionnel. Et c'est à travers le professionnalisme qu'on essaye de donner aux journalistes locaux cette capacité. Il y a aussi toutes les campagnes électorales qui sont extrêmement délicates et donc il faut créer des codes de conduite, donner des informations objectives. C'est pas du tout facile, mais je crois qu'un immense travail a été fait au cours de ces 20 ans. Ce modèle d'hirondelle en Afrique est reproductible ailleurs, on pourrait imaginer dans d'autres pays, Moyen-Orient, etc. Alors bien sûr il y a la question de la langue, mais est-ce que vous pensez, est-ce que vous songez à vous étendre? Certainement. Et le monde ne devient pas plus sûr et il y a des crises un peu partout. Et je pense que dans ces territoires de crise, l'information, c'est un peu comme la dynamite. La dynamite peut être très utile pour rechercher et trouver des ressources qui sont utiles au développement de la société. Mais si c'est mal utilisé, ça peut avoir des effets absolument dévastateurs. Et c'est ça, je crois, le grand défi de la Fondation et de cette équipe qui est une équipe absolument extraordinaire qui est sur le terrain
et qui forme, et depuis maintenant des années, des journalistes locaux qui ont pour mission justement d'informer le plus objectivement possible. Dick Marty, vous êtes membre du conseil de cette fondation Hirondelle